Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles? Même si elle pouvait l'oublier, moi je ne l'oublierai pas. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En Dieu seul, le repos de notre âme. Psaume 61, 2 à 3, 8 et 9. En Dieu seul, le repos de notre âme. En Dieu seul, le repos de notre âme. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je suis inébranlable. En Dieu seul, le repos de notre âme. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imbrenable. En Dieu seul, le repos de notre âme. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. En Dieu seul, le repos de notre âme. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire la lecture. On lui présenta les livres du prophète Isaïe. Il ouvrit les livres et trouva les passages où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la main auprès des pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer qu'il en est les bienfaits accordés par le Seigneur. » Jésus, referma les livres, les rendit au serment et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'est accomplie. » Chers amis du Congo, nous prions de tout cœur avec vous. Je viens de le dire, le pape a visité l'Afrique récemment, il y a quelques mois, pour montrer tout l'amour et toute l'importance que l'Église donne à votre continent de l'espérance. Mais nous savons qu'il y a aussi l'adversaire qui travaille activement contre les desseins de paix du Créateur, contre les desseins de paix du Père Céleste, pour dresser les hommes les uns contre les autres en utilisant toutes sortes de stratégies pour causer le mal, la désolation, la mort. Mais nous savons que le Christ crucifié et glorifié a englouti la mort, a englouti le mal dans sa croix et sa résurrection, dans l'infini de son amour de Fils bien-aimé du Père, qui s'est offert à la violence des hommes pour que nous soyons libérés. C'est dans cette foi que nous prions avec vous, que nous offrons le saint sacrifice de la messe, Jésus lui-même, pour que vos compatriotes là-bas, dans votre patrie, reçoivent une grâce particulière de paix et de pardon pour se convertir. Nous prions pour les victimes, comme le Père Clément l'a dit. Nous prions pour ceux qui commettent le mal, pour qu'ils puissent changer d'attitude et pour que ceux qui recherchent la paix soient
Comme je viens de le dire, il y a eu des élections au Congo. Les élections étaient frauduleuses. La population réclame la vérité des urnes, mais cette même population est malmenée, tuée. Dans vos petites prières, pensez aussi au Congo. Merci. Merci. Kimia, bandeko baye belé, zalaki kaka bandeko ya congolais te. Kuna pe bandeko bana ya mboka ba hollandais bazalaki. Et puis en même temps, tout ça pour c'est la toujours Nzambe, après ça biso na tumba là, ça na moula et après to ça na ça, on a moi conférence débat na lui Laurent lui parlementaire, Ah voilà, Eza, merci à trop. Toyaki pour la église, pour la bon mama kambozo le kamboka, namboka kuna vraiment c'est trop, mais c'est le qui toko sans problème. Vraiment tous à la uni en Europe, tous à la uni surtout na Hollande. Hollande toza kulala vraiment to la muka. Ba mindele ba une église, baza bana mboka te. Ba une église, mais biso mo ba congolais, tozo mona na te. Photo yaka, to ya une église vraiment donc tout tika makambo c'est réveil au catholique. Non, ce qui c'est makambo mboka to cha motema. Merci. Oui, Ilouba Ezali pour la communauté congolaise et que Toudi na messe pour la commémorer les martyrs du 16 février na Congo, mais surtout pour soutenir l'église catholique qui est en train de faire des actions pour soutenir la démocratie au pays. Donc voilà l'essence de... Ce n'est pas pour rien qu'ils sont partis en masse pour voter le 28 novembre. Et après, ce n'est pas pour rien qu'ils sont partis pour en faire récolter des tueries, des disputes, de morts comme c'est passé. Cette révolte de la volonté du peuple par la CENI, la tuerie, des viols des lois et des articles de la Constitution, oui, tous ces problèmes, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir lutter et les renoncer. Nous allons donc nous concentrer sur cette conférence qui a pour thème principal la vérité des urnes. Nous allons appeler donc le modérateur de la journée du programme. Il s'agit donc de Maître Noé qui va donc continuer les programmes et je vous souhaite une agréable audition et une bonne suite de cours. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Quelqu'un me fait style là derrière. C'est bon comme ça? C'est bon. Merci Martin qui vient de faire les mots d'introduction. Nous sommes aujourd'hui en cette salle pour continuer les programmes de la journée qui a commencé par la messe. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la partie conférence. Et pour cela, nous avons des invités que je vais pouvoir vous présenter. Je vous dis d'avance que nous aurons 5 intervenants qui vont chacun intervenir sur un sujet que nous avons déterminé, nous avons proposé, qu'ils ont accepté. Ensuite, nous aurons les temps de la discussion par rapport aux exposés que les intervenants vont faire. Je vais présentement d'abord citer les noms des intervenants
Et viendra après le temps de faire une brève présentation de chaque intervenant. Je commence par messieurs, je dis maître Claude Mbaye, et je vous demande de vous lever pour l'assistance. Je reviendrai sur les profils d'autres intervenants par la suite. Après lui vient M. Jean-Pierre Mbélou, l'abbé Jean-Pierre Mbélou. Ensuite, nous avons M. Laurent Louis, qui est député belge. Nous avons ensuite M. Paul Mikaï. Enfin, dernier, mais qui sera premier, c'est M. Alphonse Mwami. Eh bien, comme je l'ai dit, je vais justement commencer par... Nous allons commencer cette conférence par M. Alphonse Mwami. Je ne vais pas faire une longue présentation. Je crois que dans la salle, il y a des gens qui connaissent Alphonse Mwami. Alphonse Mwami, c'est un écrivain. Il est journaliste. Il est analyste politique. Il est lobbyiste. Et pour ceux qui ne savent pas, M. Alphonse Mwami a participé à la mission d'observation des élections au Congo en 2006 et en 2011. Il a participé comme observateur international. Je crois que c'était dans les cadres de la mission d'observation de l'Union européenne. Alors ce soir, nous avons, cet après-midi, nous avons demandé à M. Alphonse de nous parler d'un sujet, je crois, qui reste d'actualité, qui est toujours en rapport avec les élections qui se sont déroulées en novembre l'année passée et dont les conséquences sont encore d'actualité à ce jour. Et le sujet, le thème qui va nous traiter s'intitule « Les rôles des observateurs internationaux lors des dernières élections en République démocratique du Congo ». Je demande donc à M. Alphonse Mwami de venir nous exposer les thèmes qu'il a préparés. Et je vous demanderai déjà de réserver des questions à lui poser quand viendra le moment des échanges ou des questions. Alphonse Mwami, je vous invite de venir prendre la parole. De le dire, j'étais observateur en 2006, puis en 2011. Observateur au nom de la Hollande, passant par le RAC. Le RAC, c'est un réseau qui fonctionne à partir de Bruxelles et qui assiste la société civile au Congo et dans ce cas, donc dans le cadre spécifique des élections. En 2006, j'étais à Goma, j'étais à Bukavu pour finir à Kindu. Et ça c'était le premier tour. Le deuxième tour, j'ai été sur Kinshasa, j'ai observé dans Kinshasa et justement dans Njili et les quartiers les plus difficiles de Kinshasa. Deuxième tour, 2011, le 28 novembre, j'ai été à Kinshasa comme rôle observateur international. Et je vous dis déjà en avance que ces rôles d'observateur international, ça ne me fait plus la fierté. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce que quand les choses, les vraies, commencent,
nous, les observateurs internationaux, nous fuyons le pays. Nous avons été évacués. Figurez-vous, posez-vous la question, qui va évacuer les 70 millions de Congolais qui sont restés? Alors, j'ai été sur place, sur Kinshasa. Le rôle d'un observateur international, c'est d'observer. Et c'est quoi observer? C'est parler avec des citoyens, les enfants de la rue, les mamans, les papas, les enseignants, les politiciens, les leaders politiques, le président. Donc nous avons cette autorité de parler avec tout le monde. Et on les pose des questions. Ils ne sont pas obligés de nous dire des réponses, nous ne sommes pas obligés de nous obliger de nous donner des réponses. Nous observons. En 2006, j'avais posé la question de savoir si on observe qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir, comment faire? La réponse était qu'il fallait rester observé. Donc si je vous donne cet aspect des choses, c'est pour vous dire comment on est limité dans notre rôle. Alors, il y avait plusieurs missions d'observateurs. Il y avait ce fameux centre Carter qui est implanté sérieusement dans le Congo comme mission d'observation, mais qui observe aussi les matières premières. Si vous regardez sur les sites, vous allez trouver que le centre Carter a lancé un site qui est en train de répertorier les sites miniers, les informations sur les mines. Alors vous pouvez vous poser des questions, pourquoi ce centre s'appelle Centre Carter et pourquoi ils sont sur le Congo. Et pourquoi ils vont finir dans leur conclusion qu'il fait que la confusion. Alors, à part ce centre, nous avons ERAC, dont je faisais partie, et nous avons aussi les parlementaires de l'Union européenne qui, eux, font aussi leur mission. Alors, dans l'ERAC, nous avions des observateurs qui venaient de partout, partout en Europe, France, Angleterre, ainsi de suite. Alors, je suis descendu, j'ai été affecté à Kisantu. Kisantu, pour les gens qui ne connaissent pas géographiquement, c'est la route de Matadi. C'est pas loin de Kinshasa, c'est avant Banzanguru, c'est après Kassanguru. J'entends déjà les gens murmurer ici, donc vous connaissez. Ce n'était pas ma première fois d'être de ce côté-là. J'ai voyagé partout au Congo, c'est pourquoi je parle toutes les 4 langues, je connais ces points. Mais j'ai couvert ma mission d'observation, même à Kassanguru, c'est-à-dire Kisantu jusqu'à venir vers Kassanguru. Et nous avons été partout là-bas, on n'a pas été là-bas pour passer des vacances électorales. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons parlé d'abord avec la société civile à Kinshasa. Tous nous ont raconté ne pas avoir confiance dans les élections qui venaient. Pourquoi? Il y avait des bureaux fictifs, oui. Il y avait des numéros des candidats qui n'existaient pas, ou des numéros des candidats qu'on attribuait, qui existaient mais qu'on attribuait aux autres. À Bandal,
il y a eu, c'était le jour où il y a un sénateur qui a été tué sur l'avenue du 24. J'ai été sur place à Bandal, j'ai parlé avec des personnes. On a signalé qu'il y avait des bureaux qui existaient à la CENI, mais qui n'existaient pas à Bandal. Alors que la CENI trouve, en fait, bref, là, j'ai cherché ces bureaux-là à Bandal, je ne les ai pas trouvés, parce qu'il n'y avait pas une liste qui pouvait donner cela. Donc, quand je vous parle de Kinshasa, c'est pour vous dire déjà l'ambiance avant. Alors, il y avait des conférenciers, comme on est ici, plein de conférenciers. Nous avons passé 2-3 jours de formation, mais c'était 3 jours pour dire que les élections ne seront ni honnêtes ni justes, mais qu'il fallait tout simplement se préparer à l'après-élection qui va être, qu'on voulait, paisible, mais que vous connaissez comment cela s'est passé. Mais parmi les observateurs, il y avait toujours qui disaient oui, mais écoutez, l'Europe n'a pas construit la démocratie pendant 10 ans, vous avez besoin de 100 ans, vous avez besoin de 1000 ans, mais déjà c'est très bien que les gens puissent mettre le bulletin de vote dans l'urne, déjà c'est un grand pas, il ne faut pas toujours donner des critiques, et ces genres de critiques, ces genres d'observations, vous les entendez encore aujourd'hui. J'aurais fait le pas vers Kisangou. Qui sont les grands joueurs de Kisangou? Antoine Gonda, c'est lui qui était à Kisangou, qui est très connu. J'ai parlé avec lui. Il est de PPRD. Il a fait beaucoup de choses sur place. Il est aimé par certaines personnes sur place. Mais il y a aussi d'autres personnes qui y ont fait beaucoup de choses. C'était des personnes de l'UDPS. Il y a un monsieur, un vieux monsieur qui dépasse 65 ans, qui s'appelle Monsieur Sans Carte. C'est le monsieur qui a organisé l'UDPS. Ses parents sont des Labako et ils se sont rangés derrière l'UDPS. Je vais dire derrière Tshisekedi, le leader de l'UDPS. Alors, pour les personnes qui voudraient savoir plus sur M. Sankart, vous pouvez aller sur mon Facebook, ma page Facebook. J'ai placé des petits films là-bas de ce M. Sankart. Il déclare pourquoi il est sans carte et ainsi de suite. Mais il avait une carte pour voter. Alors, le monsieur, il est connu dans tout Kisangou. Tout le monde a peur de lui à Kisangou, même Antoine Gonda. Mais ce monsieur n'a rien, il n'a pas fait l'école secondaire. Il a fait seulement l'école primaire. Il y a eu des campagnes électorales. Ce que j'ai vu, c'est que ce sont les enfants qui ont battu campagne pour Étienne Tshisekedi. J'ai vu aussi qu'il y a des gens qui ont battu campagne pour Antoine Gonda et 100% sur Joseph Kabila. Il y a eu des moments où il y a eu des bagarres. On en a parlé de tous les deux côtés. Pourquoi je parle d'ailleurs de l'UDPS et de PPRD? Parce qu'il n'y a pas d'autres. Il y en avait, mais il n'y avait pas vraiment d'autres tendances. Il y
citer quelque chose de ce que Antoine Gonda a fait. Il a acheté pour Kinsantou un corbillard. Il a organisé, comment on appelle, une morgue. Et il a balisé certains chemins. Il y a des raisons pour ça. Je suis en train d'écrire dans mon livre, ça va paraître. Je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire ici. Il est aimé pour ça. Mais il y a d'autres. Il a aussi organisé les jeunes gens désœuvrés, que certains peuvent appeler Koulouna, mais il les a organisés dans des dojos. Il faut le karaté, le judo, ainsi de suite, mais qui parfois menacent certaines personnes, qui menacent leur chef. Bref, les enfants ont battu campagne pour Tshisekedi. Quand je leur demande quand est-ce que vous avez entendu parler de Tshisekedi, ils disent ah, tu as un lobby, hein. Alors, qui a envoyé à Makoto, qui sent tout ça à causer, par Nico la cause. Et qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Ils ne savent pas. Mais bref, le jour des scrutins, nous avons sillonné dans le bureau, nous avons fait tout. Il y avait Tshisekedi Etienne, qui avait beaucoup plus. Dans mon bureau, il y avait 350 votants. Kabila avait 41 voix. Tshisekedi en avait 254. Kengo Adondo en avait une. Kamere en avait 8. Et complétait le reste. Cette image que je vous donne, c'est tout bas Congo. Parce que quand on est observateur, on n'est pas observateur seulement là-bas. Nous avons quitté, nous avons été jusqu'à Kinsantou, nous avons été à Sonabata, nous avons été partout, le village de Luambo-Makani, ainsi de suite. Il y a des prisonniers dans le Banzango qui ont cassé la prison et qui ont voulu quitter là-bas pour aller voter. Je me demande pourquoi, parce qu'en 2006, les prisonniers pouvaient voter dans la prison. J'étais dans la prison de Makala. Je vis que tout le monde avait voté pour Bemba. Combien de minutes j'ai encore, modérateur? J'en ai fini. Mais les gens veulent toujours suivre maintenant. Peut-être vous allez poser des questions après. Mais je vous ai donné là un peu comment les choses se sont passées. Sinon, si je dois donner des détails, ça sera les autres conférenciers qui viennent de très loin, qui sont importants. Ils n'auront pas la place. Je vous remercie. Alphonse, merci beaucoup, et surtout pour la compréhension. Et comme il a dit, je crois qu'il pourra revenir après sur deux questions qui pourront venir de la salle. Moi, j'ai retenu de l'exposé d'Alphonse quelque chose d'important. Je crois qu'il y a bien d'autres choses que vous avez retenues. Il a dit, avant même de commencer, il savait que ces élections allaient être fraudées, trichées. Il savait que ces élections n'allaient pas être justes. Et ils étaient là pour observer, pour justement constater qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu tricherie. Mais il pourra donner d'autres détails par la suite. Et parce que nous lui avons demandé de parler du rôle de l'observateur international. Et dans l'entendement de Congolais, quel était ce rôle? Est-ce que c'était d'aller constater qu'on allait frauder, ou les gens avaient une autre conception, que peut-être les observateurs serviraient des garde-fous pour qu'il n'y ait pas tricherie?
On saura davantage dans les débats, lors des débats. Je suis sûr qu'il y aura des questions qui viendront de votre part. Le deuxième intervenant à notre programme, c'est l'abbé Jean-Pierre Mbelou. Je l'ai dit au début, je ne vais pas me présenter, il est connu, mais je vais seulement dire, c'est vrai qu'il est chez l'abbé, c'est un analyste politique, c'est un écrivain. Pour ceux qui fréquentent les différents sites, ils voient que l'abbé Mbelou écrit régulièrement sur le Congo et il fait des analyses très pertinentes. Et ce soir, nous l'avons invité pour qu'il nous donne un peu de ce qu'il a, des idées fortes qu'il a sur le Congo, de quelle manière il entend. Après que je me trompe, je crois que l'abbé Mbelou a voulu exhorter les gens en disant qu'il faut rester debout. Mais il va nous dire exactement qu'est-ce qu'il entend par là. Et voilà pourquoi je vous demande de l'applaudir. Merci bien, Honoré, de vos belles paroles. Comme vous l'avez annoncé, mon intervention est une exhortation. Demeurer un peuple debout. Je vais partir de la question que M. Mwambi a posée. Qui est Carter? Qui est le centre Carter? Vous prenez ce livre, intitulé 2 heures de lucidité. Alors nous allons en avoir combien, je ne sais pas. Vous lisez à la page 121 et la page 122, vous vous rendez compte que M. Carter, déjà vers les années 60, fait partie des Américains qui se sont engagés dans la lutte contre la démocratie. Il combattait la démocratie parce qu'il voulait éviter que le peuple participe au changement qu'il induirait lui-même. Et vers les années 60, il parlait déjà du déficit démocratique, c'est-à-dire cette intrusion du peuple dans l'arène politique. Et la lutte contre la démocratie a commencé vers ces années-là. Le livre est écrit par un professeur d'université des États-Unis, Noam Chomsky. Vous savez le trouver, il coûte 12 € seulement. Pourquoi est-ce que je commence par un livre? C'est parce que je suis convaincu que Kozanga Koyeba, Ezali, Ezali, Liwala Mubimba, Iketa. Tout notre problème est là. Nous avons beaucoup d'ignorants parmi nous. Et vous ne savez pas rester un peuple debout en étant ignorant. Noam Chomsky a écrit un autre livre très important. Il est intitulé « Les États manqués ». Quand vous lisez les États manqués de Noam Chomsky, il classifie son pays parmi les États manqués, c'est-à-dire des États incapables de protéger leur population contre la violence et à même de pouvoir précipiter leur population dans cette violence-là. Des pays qui violent impunément le droit international. Mais quand il y a l'élection chez nous, qu'est-ce qui se passe? Les compatriotes disent « Oh voilà, les États-Unis ont reconnu un type dont je ne veux pas citer le nom. » Mais comment voulez-vous qu'un État manqué ne reconnaisse pas d'autres États manqués comme faisant partie de sa politique de lutte contre la démocratie? Donc nous avons un problème sérieux. Kozanga Koyeba Ezali Liwaya Mobimba. Nous sommes félicitables. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre nous
depuis tout un temps, se sont mis debout. Mais l'essentiel n'est pas de se mettre debout. L'essentiel, c'est de pouvoir durer debout, résister, se battre. Parce que, je ne saurais pas rester au micro. Parce que nous ne luttons pas tout simplement contre les forces du jour. Nous luttons aussi contre les forces de la nuit. Il y a un livre qui est déjà sorti, qui est intitulé Circus Politicus. Quand vous lisez le Circus Politicus, vous vous rendez compte que les décisions importantes du monde ne se prennent pas dans les parlements bidons. Non! Après les élections au Congo, on regarde maintenant, le Parlement est constitué. Mais les décisions ne se prennent pas là-bas. Les décisions se prennent ailleurs. Je ne sais pas si parmi vous qui habitez en Hollande, il y en a qui connaissent par exemple le set de Bilderberg. Vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez la commission trilatérale? Essayez d'aller voir ces endroits-là. C'est à ces endroits que se prennent les décisions. La plupart des politiciens que vous voyez se pavaner sur la scène politique, ça va n'habitinda. Sont des nations de course. À commencer par celui des États-Unis. À ça va n'habitinda. Le chef des États-Unis, c'est votre frère, ce n'est pas lui. Mais ce qui te dit, madame, le conseiller d'Obama, c'est le même que celui qui a conseillé, l'un de ses conseillers, c'est le même qui a conseillé Jimmy Carter vers les années 61, monsieur Brzezinski. C'est le même qui a conseillé à Obama d'entretenir la guerre de basse intensité qui se mène au Congo jusqu'aujourd'hui. Donc ce que nous vivons aujourd'hui chez nous, ce n'est pas de la démocratie. C'est une guerre permanente faite au Congo pour le dépouiller de ses richesses. Alors nous nous disons, on va aller aux élections. Vous allez aux élections pour faire quoi? Quand M. Mohamed dit qu'en tant que conservateurs internationaux sont allés, on leur a dit, nous savons que ça ne va pas se passer bien. Mais qui leur a dit ça? Ce sont les mêmes. Alors pour rester debout, il faut savoir. Savoir est un pouvoir. Nous avons marché. C'est déjà beaucoup. Nous avons entraîné nos enfants dans la rue. C'est déjà beaucoup. Nous mettre debout nous a permis d'avoir des partenaires qui essaient de répercuter notre voix, par exemple, au niveau des institutions internationales. Et j'en sais gré à M. Laurent, lui, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous devons pouvoir faire pour tenir debout? Nous devons pouvoir identifier ce que certains d'entre nous ont appelé sur le net les baloki à Congo. Les baloki, baza la marionnette à Bango. Moi, la wana, azali marionnette. Azala pouvoir atteindre mon côté. Bazo Tinaye, Kenda à gauche, Akenda à gauche, Kenda à droite. Boma Banga, Pobayoka, Nini, Baba Kobanga, Abolibiso, Azala pouvoir. Soukana Makaouno soit là, vous voyez, pour effacer les traces. Mais Mobutu, qui était beaucoup plus fort que Mobutu dans la ville centrale? Asuki Negeni. Est-ce que vous voyez Makaouno soit là? Donc il faut commencer par identifier les baloki, les véritables sorciers. Et puis identifier leur modus operandi. Comment est-ce qu'ils opèrent pour nous mettre dans la merde? Qui c'est si, quand nous disons, nous allons dans la rue, ils se disent, ah, qui ça s'est défoulé. Dès qu'ils se seront défoulés, après, ça va retomber. Identifier les baloki et travailler avec les partenaires qui peuvent porter loin notre voix, surtout au niveau des institutions. Et, je vous ai dit, j'en sais gré au député Laurent Louis, parce que il a déposé un texte de loi au Parlement fédéral belge pour qu'on reconnaisse le génocide congolais. Là, c'est un pas formidable. Quand on aura reconnu, si cela arrivait, la Belgique ne pourra plus s'immiscer dans la politique intérieure du Congo. Donc là, c'est une action menée au niveau des institutions
Vous ne savez pas rester longtemps debout quand vos actions ne sont pas menées au niveau des institutions internationales. Vous savez par exemple que dans différents bureaux de l'ONU, quand la question du Congo est posée, ce ne sont pas les Congolais qui nous représentent. Ce sont les petits voisins des pays limitrophes qui vont souvent parler du Congo à notre place. Donc, nous ne sommes pas présents dans les institutions internationales. Qui va plaider notre cause? Pour rester debout, il faut travailler au niveau des institutions nationales et internationales, mais aussi, nous devons pouvoir créer des organisations qui soutiennent la lutte de notre peuple sur place. Mes amis, est-ce que nous avons la même? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous demander à nous Congolais d'aller à une banque, de sortir 100 000 $ envoyés à tout ça? Nous allons les avoir. Mais nous luttons comment? Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Nous sommes toujours dans la ligne. Dans la ligne, parce que je dis que nous ne luttons pas tout simplement contre les forces visibles, nous luttons aussi contre les forces invisibles qui mobilisent beaucoup plus de moyens pour nous. Alors aujourd'hui, avant de venir ici, j'apprends qu'il y a la lèpre à Ituri. Mais personne ne s'occupe de nos compatriotes qui sont là-bas. Est-ce que nous sommes capables de mobiliser des médecins, de l'argent pour dire, comme ce peuple-là se bat, nous envoyons cet argent pour que ce peuple puisse être soigné? Bakundaka, na maloba pamba, te. Ingeta. Nous mettons debout, travaillons au niveau des institutions internationales, créer nos propres organisations qui génèrent l'argent. Les pays qui ont réussi à résister pendant longtemps sont ceux au sein desquels les mouvements citoyens et les partis politiques ont su aussi créer de l'argent et subvenir aux besoins primaires de nos populations, de leur population. C'est vrai que chacun d'entre nous ici fait déjà beaucoup pour ceux qui sont restés au pays. Mais pourquoi nous ne pouvons pas le faire collectivement? Pourquoi nous ne pouvons pas avoir un collectif international congolais qui a ses banques? Nous vivons pendant longtemps dans ces pays occidentaux. Les Marocains ont des banques, les Turcs ont des banques, les Congolais ont une banque où? Des vêtements. Mais avant, on le saurait comment? Dans ma langue, le Tchilouba, on dit donc, tu veux vendre une chèvre, tu dis ma chèvre atteint cette taille. Mais il n'y a rien. Tant que nous n'aurons pas les moyens de notre lutte, on ne nous prendra jamais au sérieux. Je le dis, peut-être que ça va vous blesser, mais je ne suis pas venu vous flatter. Je suis venu vous dire, nos luttes n'aboutissent pas parce que nous jouons seulement dans la rue. Nous n'arrivons pas à atteindre le véritable centre du pouvoir. Parce que celui que nous avons plébiscité, comme notre président disait, qu'il lui manque l'impérium. Qui lui a donné l'impérium? Jusqu'à présent, personne. Mais l'impérium, on ne l'offre pas sur les plateaux dorés. L'impérium, c'est qu'on quiert au bout des luttes. Se mettre debout, institutions internationales, organisations citoyennes, et puis mobilisation des moyens, mais aussi planification de la lutte. Vous voyez, je vous ai cité un texte de 60. Eux, quand ils luttent contre nous, ils planifient sur 30, 40, 50. Ils ont déjà inséré l'Afrique dans un projet de 60 ans. Mais nous ne savons pas lutter sur 2-3 ans. Ah, mon ami qui m'a conduit, il me disait sur la route, moi je suis découragé. Mais ils font ça parce qu'ils savent que nous nous décourageons vite. Planifier la lutte et puis créer des moments d'évaluation de ce qu'on fait. Quand vous planifiez, vous mettez sur pied des stratégies, des tactiques, des méthodes,
et vous créez des lieux d'évaluation, vous recréez ce qui est indispensable dans la lutte, c'est quoi? Le capital confiance. Qu'est-ce qui se passe maintenant parmi nous? Oh, tel à sa collabo. Demain, vous risquez d'apprendre que Benoît à sa collabo. Oh, Benoît, il est monde. Mais pourquoi est-ce que ça arrive comme ça? C'est parce que nos luttes n'ont pas des lieux de rassemblement organisationnel et d'évaluation. Je vous montre un autre petit livre. Le relevé de l'histoire d'Alain Badiou. Ce que nous faisons participe du relevé de l'histoire. Mais vous ne pouvez pas être efficace au cours d'un relevé de l'histoire sans organisation. C'est impossible. Les organisations spontanées sont fragiles. Il faut que nous apprenions à avoir des collectifs qui durent sur le temps et qui savent résister contre vent et marée. Je vous remercie. Merci, M. Révé. Je ne sais pas si je m'étais trompé parce que j'ai dit que M. Révé, Jean-Pierre Lélu n'était plus à présenter parce qu'il est présent sur tous les sujets, sur tous les débats, toutes les conférences sur les groupes. J'ai retenu, je crois, la Mazi Binopé pour retenir et le Wauti Koloba. Le savoir, c'est une arme. Kozanga Koyeba, Ezaïliwa, il y a Mobimba. Parce qu'il y en a qui disent Ezaïliwa Ndam. Mais lui, il dit ça, Liwa ya Mobimba. Donc c'est très important que nous sachions, et j'ai retenu qu'il a dit, il faut Koyeba, il faut être présent dans les organisations internationales, il faut avoir des organisations citoyennes sur place. Et puis il faut qu'on la organiser. Et dans cette organisation, il est important qu'on ait l'argent. Parce que sans cet élément, il sera difficile de mener à bout la lutte. Parce que l'adversaire est de très grande taille. Il faut Toyeba contre qui on lutte. Ça c'est très important. Je pense que de plus en plus, on est en train de savoir contre qui on lutte. Il faut donc nous organiser en conséquence. Je vais devoir appeler les troisièmes intervenants. Je vais présenter au début, c'est un avocat, il est au barreau de Bruxelles, il s'appelle Jean-Claude Kaïbé. Il est présent également sur les questions qui intéressent les Congos. Certains le connaissent déjà à l'époque avec l'association Tshisekedi for President. Mais en dehors de cela, Maître Claude est l'un des avocats congolais œuvrant en Belgique qui avaient en son temps pensé qu'ils étaient disposés à aller travailler sur place au Congo pour plaider et soutenir les cas d'intérêt général, je veux dire, de cas dans lesquels sont concernées des personnes démunies sans moyens, mais qui ont leur raison, qui ont une bonne cause, mais qui manquent de moyens pour soutenir cette cause. Et ce soir, nous l'avons invité pour qu'il nous parle d'un sujet intéressant, d'actualité du reste. Il s'agit du rôle de la diaspora congolaise face à la communauté internationale. Je vous demande donc de l'applaudir et nous allons les suivre avec attention. Bonjour, bonsoir, il est quelle heure? Bonjour. Voilà, je me permets d'excuser déjà M. Tshisekedi Félix qui devait venir avec nous mais qui a dû voyager. Et il s'excuse, il aurait voulu être là, mais il n'a pas pu. Il regrette
fermement. Voilà. Le rôle de la diaspora congolaise face à la communauté internationale. Je crois que les thèmes se chevauchent, hein. Les thèmes sont liés, surtout avec M. l'abbé Mbelou, M. Mwambi aussi. En tant qu'avocat, évidemment, moi, j'ai été interpellé par toute une série de choses, la manière dont la Cour suprême de justice a statué. Vous avez appris beaucoup de choses, je ne vais pas revenir sur ça. Mais je reviendrai un peu en arrière sur un événement qui a marqué la période préélectorale. Il y a eu au mois de janvier 2011, plutôt, une révision constitutionnelle qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, qui a scandalisé, qui a choqué beaucoup de gens. Une révision constitutionnelle. Vous savez que la Constitution est un texte fondamental dans n'importe quel pays. Mais chez nous, la Constitution a été révisée en 4 jours. Expéditif, parce qu'il fallait atteindre un but, un objectif. Mais pourquoi je reviens à cet événement? Mais pour la simple bonne raison que, et beaucoup le savent, notre Constitution a été élaborée en Belgique. Est-ce que vous le savez? Notre Constitution a été élaborée par des gens qui se présentent comme des spécialistes, des constitutionnalistes belges. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas par nos parlementaires fictifs qui sont là-bas, comme M. l'abbé l'a dit, des marionnettes. Vous vous imaginez un peu comment ces gens-là n'ont pas pu mettre des verrous importants, eux qui sont spécialistes, comment ils n'ont pas pu mettre des verrous importants, des verrous sérieux, comme c'est le cas d'ailleurs ici dans les pays occidentaux. Tout ça pour dire que moi, en tant que juriste, en tant qu'avocat, je m'en veux, je me demande où nous étions en tant que juriste, maître Nobel. Où nous étions en tant que juriste pendant qu'il faisait ces choses-là, je ne sais pas. Je regrette fermement, amèrement, mais je me dis qu'il est temps de se lever, d'être vigilant, qu'il n'y ait aucune réunion sur le Congo, aucune décision sur le Congo si nous ne sommes pas là présents. Je vous apprends qu'hier, il y avait une conférence de M. Louis Michel à Jodon. D'ailleurs, c'est le député Louis Laurent qui a envoyé des SMS pour me dire « Attention, Louis Michel va faire une conférence à Jodon. Venez en masse. » Je vous assure que Louis Michel a fait annuler la réunion. Il est là. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les Congolais allaient venir. Il allait faire dans un petit coin à Jodon, là où, dans son fief électoral, c'est ça? Il allait parler au nom. Bon, c'est vrai que c'était pas une conférence sur le Congo, mais c'était les rapports. Oui. Mais quand il apprend que le message est passé, c'est lui le roi qui nous a. Il a annulé la conférence. Vous comprenez un peu qu'il est temps maintenant de ne plus jamais laisser les gens décider ou parler du Congo, de l'Afrique, en notre absence. Il faut que nous soyons là pour interpeller ces gens-là, les arrêter quand il faut les arrêter. Je vais vous donner un extrait de la Constitution belge qui parle de la révision constitutionnelle et vous allez comprendre mon message. Article 197, c'est pas long. Il dit « Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telles dispositions de la Constitution qu'il désigne. » Donc le pouvoir législatif fédéral belge a le droit de déclarer qu'il y a lieu à réviser telle disposition de la Constitution. Le texte continue. Après cette déclaration, les deux chambres sont dissoutes de plein droit. C'est la Constitution belge. Il en sera convoqué 2 nouvelles conformément à l'article 46. Ces chambres statuent d'un commun accord avec le roi sur les points soumis à la révision. Dans ce cas, les chambres ne pourront délibérer si 2 tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont pas présents. Et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les 2 tiers des suffrages. Donc vous comprenez que modifier la Constitution belge n'est pas évidente. Première chose, premier verrou,
les chambres, c'est-à-dire le Parlement, pour parler un peu de manière simple, sont dissoutes de plein droit. C'est-à-dire, vous voulez la révision de la Constitution. Ben alors, vous faites une déclaration, mais vous arrêtez d'être député. C'est-à-dire, vous n'êtes plus député parce qu'on ne touche pas la Constitution n'importe comment et parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Vous déclarez une déclaration de Constitution, de révision de la Constitution, c'est d'autres personnes, d'autres chambres autrement composées qui vont procéder à ça. C'est-à-dire, vous déclarez que c'est important, allez, vous êtes dissous. Et c'est d'autres personnes qui viennent. Donc on ne peut pas être juge et parti. C'est la Constitution belge. Mais ces constitutionnalistes belges qui ont élaboré, qui ont fait notre Constitution, est-ce qu'ils n'avaient pas vu ça? Notre Constitution a été modifiée en 4 jours, au mois de janvier. Expéditif. L'opposition a crié scandale, mais il n'y avait aucun verrou, parce que les gens qu'on nous a présentés comme spécialistes, et comme nous, on a toujours tendance à regarder vers le nord, on s'est dit, ah bon, ça sera une garantie, mais regardez où ça nous a emmenés. Les constitutionnalistes belges, on a pris juste un Congolais, Bob Kabamba, politologue, bon, un type qui m'excuse, mais un type vendu, qui était là juste pour donner l'impression qu'il y avait des Congolais. Mais voilà. Or, les mêmes constitutionnalistes, les spécialistes de la Constitution, moi j'aurais été là, je ne suis pas spécialiste de la Constitution, je suis juste juriste et avocat, j'aurais dit, mais attention. Mais comme on ne sait pas dans quelles conditions ils l'ont fait, on ne sait pas dans quelles conditions il a élaboré, qui était présent ces jours-là, nous n'étions pas là. Le Parlement déclare qu'il y a lieu à révision de la Constitution, c'est les mêmes personnes qui le déclarent qui procèdent à la révision de la Constitution, ce qui est impossible en Belgique. En Belgique, où notre Constitution a été élaborée. Vous comprenez que tant qu'on se prendra en charge, nous-mêmes, des choses ne changeront pas au pays. Ça, c'est le premier verrou. Les chambres sont dissoutes de plein droit. Donc, nul ne peut être juge et arbitre. En fait, c'est autrement, c'est ça. Juge et parti. Vous jugez qu'il y a lieu à réviser la Constitution, ça va, il n'y a pas de problème. C'est d'autres personnes qui viendront procéder à la révision. Deuxième verrou, il sera convoqué évidemment deux nouvelles chambres. Ça, c'est le deuxième verrou, on l'a déjà dit. Ça se lie, c'est très lié avec le premier verrou. Et puis le troisième verrou, c'est, il dit, dans ces cas, les chambres ne pourront délibérer si 2/3 au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents, et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les 2/3 de suffrage. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo? L'opposition a crié, l'opposition, il y a même eu des bagarres, souvenez-vous, mais le texte est passé parce qu'il n'y avait aucun verrou. Tout ça pour dire, parce que le thème qu'on m'a donné, c'est la diaspora face à la communauté internationale. Il est temps que nous soyons présents partout où on parle du Congo. Je vous donne l'exemple de M. Louis Michel, qui a fait annuler une conférence parce qu'il a appris que le message est arrivé au niveau des Congolais, que nous étions mobilisés pour arriver en masse, qu'il a annulé. Pour vous dire quelles sont les intentions de ces gens-là. Pourquoi il a peur des Congolais? Levons-nous, je ne veux pas être plus long que ça. J'aurais voulu parler de l'attitude aussi pour vous faire comprendre qu'il est temps de se lever. De nos juges, mais peut-être dans les questions, je soulève celui qui veut poser des questions sur la manière dont la Cour suprême de justice a statué. Je veux quand même introduire rapidement, et les questions, le reste peut-être dans les questions. Vous avez suivi un peu ce qui s'est passé avec les recours qui a été introduit, le recours qui a été introduit par M. Kamere et une bonne partie de l'opposition. C'est vrai que l'UDPS et M. Tshisekedi ne voulaient pas, le président élu, le président du Congo, ne voulait pas parce qu'il savait, et on lui donne toujours raison. Vous avez vu ce qui s'est passé? Des juges. Et c'est une honte pour nous juristes, encore une fois, monsieur Maître Doré, c'est une honte pour nous juristes qui exerçons et qui évoluons ici.
d'une Cour suprême. D'ailleurs, ça s'appelle la Cour suprême de justice. C'est-à-dire, une Cour suprême ne statue pas n'importe comment. Vous êtes en Hollande, vous voyez la CPI, allez au Luxembourg, et à Strasbourg, toutes ces cours suprêmes, ces grandes cours ne statuent pas à la hâte. Parce qu'ils doivent garantir les droits fondamentaux. On ne peut pas statuer en 2-3 jours. Vous êtes en Hollande, la CPI ne statue pas n'importe comment. Vous avez 6 mois, par exemple, pour que une partie fasse ses mémoires, 6 autres mois pour qu'une autre partie fasse des mémoires, et ainsi de suite, parce que c'est la Cour suprême, c'est-à-dire qu'au-dessus d'elle, il n'y a plus rien. Ils doivent s'assurer que les droits de chacun sont respectés. Mais vous avez vu ce qui s'est passé au Congo. La Cour suprême s'est précipitée de prendre une décision. C'est vrai que le dossier de M. Kabila n'était pas complet, mais c'est normal. Les délais étaient trop courts, sont très courts. Comment voulez-vous demander à quelqu'un en 2 jours de réunir toutes les preuves, tous les PV? C'est pas possible. Nous exerçons ici, dans les pays occidentaux, en tant qu'avocat, une partie qui demande, un juge qui se rend compte que d'une partie n'est pas prête, il ne se presse pas, qu'est-ce qu'il fait? Il remet l'affaire. Et il donne un délai pour que la partie se mette à jour. C'est-à-dire ce qu'on appelle généralement les audiences de mise en état de l'affaire. Un juge ne doit jamais être pressé, parce que ces décisions peuvent avoir des conséquences incalculables. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congo. Il est triste. Je demande aux juristes, à nous juristes, de lever également sur le plan juridique, parce que ça a été vraiment une honte, un scandale, et c'était ridicule vraiment pour un grand pays comme le Congo. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, vous voyez, parce que je suis un peu petit, moi. Bon, allons-y. Chers amis, comme vous le savez, le Congo vit en ce moment des heures particulièrement sombres. Le peuple est abandonné par la communauté internationale et laissé entre les mains d'un pouvoir qui ne cesse de porter atteinte à ses libertés et à ses intérêts. On l'a vu encore cette semaine, l'intimidation de la population est omniprésente. Les libertés sont réduites au maximum, le peuple est affamé, épuisé et de plus en plus souvent massacré par un pouvoir illégitime qui s'accroche tant bien que mal à ses fonctions. Et que fait la communauté internationale? Eh bien rien. Rien. Elle se contente de laisser faire en commentant avec légèreté les exactions qui sont commises au Congo, quand elle ne soutient pas ouvertement son président fantoche actuel. Et pourquoi la communauté internationale ne fait-elle rien? Eh bien tout simplement parce que vu ses richesses, la République démocratique du Congo n'est plus seulement une colonie belge déguisée en pays souverain, elle est devenue, au fil des années, la colonie de la communauté internationale. Alors, en tant que parlementaire belge, je n'ai bien entendu pas le droit de m'immiscer dans la politique interne au Congo. Mais je crois qu'en tant que député, je pense qu'il est de mon devoir de me lever face à l'inacceptable. Et ce qui se passe aujourd'hui au Congo est inacceptable. Les élections ont été truquées. Tout le monde l'a reconnu. La diaspora congolaise s'est mobilisée comme jamais à travers le monde. Et que font les responsables politiques en Europe ou en Belgique? Ils estiment simplement qu'il y a eu des fraudes, mais que celles-ci n'ont pas eu d'impact sur le résultat des élections. Enfin, j'ai envie de dire de qui se moque-t-on? Moi, je n'avais jamais vu quelqu'un qui commençait à tricher pour ne pas réussir. Et donc je suis désolé, mais les gens qui soutiennent de telles choses ne sont pas des démocrates. Alors, sans ambiguïté, moi je tiens à dire que je ne suis pas ici pour soutenir l'UDPS plus qu'un autre parti. Car moi, tout ce qui compte, c'est avant tout les intérêts du peuple et non pas les intérêts politiques. Mais tout ce que je peux reconnaître aujourd'hui, c'est que le seul président légitime de la RDC, c'est M. Tshisekedi.
car c'est lui qui a largement été plébiscité par le peuple. En tant que député et président de mon parti, eh bien, j'ai honte de mon gouvernement, j'ai honte de mon pays, parce que, comme on l'a déjà dit lors des précédents intervenants, eh bien, la communauté internationale et votre ancienne colonie, votre ancienne mère patrie, on l'a dit, ne vous respectent pas. Et donc, on me demande où sont les démocrates aujourd'hui? Où sont les défenseurs des droits de l'homme? Sont-ils tous devenus muets par les intérêts financiers en jeu? Indéniablement, ceux qui défendent la liberté et la démocratie doivent se dire aujourd'hui qu'ils sont tous des Congolais. Je crois qu'on ne peut plus accepter que les Congolais soient affamés, assassinés par le pouvoir en place et abandonnés par la communauté internationale. Nous devons clairement dénoncer l'attitude néocolonialiste de la Belgique, qui, depuis qu'elle a reconnu l'indépendance du Congo, en partant avec toutes les caisses bien entendu, eh bien, n'a jamais cessé de s'ingérer dans les affaires internes de ce pays soi-disant souverain. Malheureusement, on constate tous les jours, la Belgique n'est pas le seul pays à le faire. Je pense à la Chine actuellement, qui est de plus en plus présente au Congo par intérêt. Et depuis des années, la communauté internationale et de nombreux responsables politiques belges ont placé à la tête du Congo des dirigeants fantoches, des marionnettes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui doivent assurer la défense de leurs intérêts économiques. Trop de responsables politiques et d'hommes d'affaires belges ont des intérêts financiers au Congo. Combien ne se sont pas enrichis sur la misère du peuple congolais? Combien, comme, et je n'ai pas peur de les citer, des gens comme Louis Michel, des gens comme André Flao ne se sont pas enrichis en prétendant être vos amis. Depuis des années, ces gens prétendent vous défendre. Mais qu'ont-ils fait concrètement? Rien. Rien, si ce n'est se remplir les poches en marchant sur les cadavres congolais. Mais aujourd'hui, nous devons dire stop. Nous ne pouvons plus accepter de nous rendre complices de l'enrichissement de ces individus sur le dos du peuple congolais qui meurt de faim malgré les richesses énormes de son pays. La Belgique, non content d'avoir pratiqué l'esclavagisme et la torture dans l'ancien Congo belge, sans avoir jamais eu le courage de s'excuser pour les méfaits qui ont été commis durant la colonisation, eh bien cette Belgique continue à s'immiscer avec le soutien de la communauté internationale dans la gestion politique d'un pays que je voudrais enfin libre. Et nous devons aujourd'hui, en tant que démocrates, refuser l'ingérence qui est toujours en œuvre au Congo. Alors, on constate le monde politique, aujourd'hui, il reconnaît que les résultats des dernières élections ont été faussés. Il reconnaît que les résultats ne sont pas corrects et qu'il y a eu des manipulations. Mais alors, il est inadmissible que la communauté internationale, que l'Union européenne et encore la Belgique, apportent un soutien, qu'il soit appuyé ou tacite, à M. Kabila, qui tente aujourd'hui par tous les moyens de faire taire l'opposition, par des menaces, des manifestations de force, ou pire, la coercition et la violence. Je pense aussi à tout ce qui se passe au Kivu avec toute cette procédure de viol organisé est totalement scandaleux et écœurant. Et malheureusement, dans nos pays occidentaux, personne ne dénonce ces faits. Et quelque chose m'a encore particulièrement surpris cette semaine au Parlement belge, c'est jeudi. Donc, la marche des chrétiens a été programmée à Kinshasa et dans l'ensemble des pays par la diaspora. Et alors, bien entendu, notre ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, a pris la parole. Et il a eu le culot de dire à la tribune de la Chambre qu'il existait au Congo, écoutez bien, la liberté totale de manifester. Eh bien, si une telle liberté devait exister en Belgique, il y a longtemps, les syndicats auraient renversé le gouvernement. Parce qu'on l'a bien vu. On l'a bien vu. Ce que nous avons surtout vu, c'est que le ministre belge des Affaires étrangères, eh bien, il ne cesse de se contredire. Il ne sait plus quoi dire. Il mélange tout. Et il boit véritablement la tasse, tout en essayant de continuer à soutenir l'insoutenable. Mais le problème, c'est que l'opinion publique, tant en Belgique qu'en Europe, elle est manipulée. Elle est manipulée par le monde politique, mais elle est manipulée aussi par
par les médias, les grands médias nationaux, qui manquent souvent d'objectivité. Moi je le vis au quotidien en Belgique, surtout dans la partie francophone. Les médias sont capables de manipuler ou d'orienter les informations comme personne. Mais j'ai été présent dans les manifestations, dans les marches qui ont eu lieu un peu partout. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que ces gens qui se lèvent, tout comme vous, eh bien, ce ne sont pas des terroristes. Hein. Ce ne sont pas, comme on a pu le montrer dans les journaux télévisés, des casseurs, des délinquants. Non. Ce sont des personnes qui n'acceptent plus la dictature politique, qui n'acceptent plus l'ingérence et qui ont décidé de faire entendre leur voix. Et donc, je crois qu'il faut opter pour un changement profond au niveau des mentalités. Et ce changement, il doit être éthique et prendre en compte l'intérêt supérieur des Congolais, l'indépendance politique et l'autonomie économique. Il faut arrêter de faire confiance aux Européens, aux Occidentaux qui viennent prêcher la bonne parole. Ces gens ne travaillent pas pour vous. Ils travaillent pour défendre leurs intérêts. Et ça, il faut leur dire une bonne fois pour toutes, nous ne voulons plus de vous. Tout comme on a dit, on en a marre d'entendre Louis Michel parler à longueur du temps du Congo, alors que quand les Congolais de Belgique disent qu'ils vont être présents à sa conférence, monsieur fuit de peur de se faire agresser. Il ne faut pas demander comme il a bien travaillé pour le peuple congolais. Donc ça, c'est inadmissible. Et on l'a vu, pourquoi aujourd'hui un député belge se lève contre Kabila? Eh bien parce que j'avais lu au mois de novembre un article dans la presse qui présentait les résultats d'une étude menée par le programme de l'ONU pour le développement. Et selon cette étude, elle était surprenante parce que malgré les richesses du pays, les montants toujours plus importants qu'on verse au gouvernement congolais, mais également plus largement au gouvernement africain via les aides au développement, qui doivent certainement revenir à la poche de certains politiques belges, tellement ce sont des montants importants, eh bien on constate que le Congo se classe dernier des 187 pays examinés en matière de développement humain. C'est catastrophique, un pays aussi riche qui laisse sa population dans une misère aussi importante. Ça veut dire que le pouvoir de Kabila, eh bien, il n'est pas au service du peuple congolais. Il ne défend pas ses intérêts que du contraire. Une autre preuve, s'il en est, c'est qu'il y a eu au Congo une croissance économique de 5,7% en moyenne depuis l'élection de Kabila en 2006. Mais l'indice de pauvreté, lui, n'a absolument pas évolué, restant à 70% de la population. Donc là, même les statistiques plaident contre le bilan de Kabila, montrent que le pouvoir en place est corrompu et qu'il défend avant tout les intérêts de la communauté internationale. Et donc, aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé d'agir et de soutenir pleinement l'opposition congolaise et son souhait de rétablir la vérité des urnes et de restaurer la légitimité du pouvoir en place. Vous savez, un pouvoir, mais il n'est réel et efficace que s'il est légitime. Un pays aussi riche et aussi important que la RDC se doit d'avoir à sa tête un pouvoir légitime, un pouvoir respecté à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Et la situation actuelle ne permet pas d'octroyer cette légitimité à Kabila. Alors, je ne suis pas resté de marbre, j'ai bougé. On a multiplié les initiatives depuis la Belgique. Dans un premier temps, et on a officiellement sollicité la cellule assistance électorale du Conseil de sécurité de l'ONU. J'ai envoyé un courrier au secrétaire général des Nations Unies afin que cette organisation internationale puisse utiliser tous ces outils politiques et de diplomatie pour résoudre le conflit électoral. Je n'ai pas reçu la moindre réponse. Pourtant, la demande était simple. Elle était simple. Je demandais simplement à M. Kabila que s'il est certain d'être élu, comme il le prétend, quoi qu'il se cache. Moi, je n'ai jamais vu un président qui sent aimé par sa population, mais qui se cache. C'est un peu comme Louis Michel. C'est la politique de Louis Michel et autres. Et donc, s'il est si certain de son pouvoir, eh bien qu'il fasse preuve d'ouverture, qu'il permette à la communauté internationale, sous le contrôle de l'ONU et d'organisations
apolitique indépendante d'exercer le recomptage des votes. Et pourquoi pas organiser, comme on l'a vu, puisqu'on change si facilement la constitution congolaise, pourquoi ne pas mettre sur pied un second tour entre M. Kabila et Tshisekedi? Ce serait là l'expression de la démocratie. Mais, bien entendu, on voit que rien n'est fait pour aller dans ce sens. Et c'est même plus grave que ça, j'ai même l'impression qu'on se plaît à laisser le Congo ingouvernable, en prenant le risque, comme je l'ai dit au ministre des Affaires étrangères belge, de créer une véritable guerre civile. Mais quand on gratte un peu, on se rend bien compte que les troubles causés par une telle guerre civile pourraient avoir de nouveau profité à certains individus. Ils pourront encore profiter du chaos pour se remplir les poches. Et voilà pourquoi rien ne bouge et pourquoi on laisse un Congo ingouverné et ingouvernable. Et une guerre civile, c'est la dernière chose dont a besoin le Congo, la dernière. J'avoue, je vous fais une petite confidence, que je rencontre énormément de personnes d'origine congolaise dans mon bureau au Parlement. Et je suis de plus en plus contacté par des personnes qui ont mis au point un programme de renversement de Kabila et de prise du pouvoir par la force. Et qui comptent mettre en œuvre ce programme dans les prochaines semaines. En tant que démocrate, vous imaginez bien que je ne pourrais jamais soutenir une telle initiative. Car il est évident que le pouvoir, il ne se prend pas par les armes, il se prend par le peuple. Un président qui devrait sortir d'une telle démarche, il serait politiquement discrédité sur la scène internationale. Et donc je comprends la position de M. Tshisekedi qui tente, malgré son emprisonnement, de mobiliser la population au Congo. Car il a raison, le changement de pouvoir, la révolution ne viendra que du peuple ou il ne viendra pas. Et en aucun cas, il ne pourra venir des armes. Alors je sais qu'il est difficile pour les Congolais de manifester au pays. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut se comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix. S'ils veulent que la volonté des urnes soit respectée, eh bien il faut qu'ils se lèvent, qu'ils manifestent, qu'ils bloquent le pays. Et je suis conscient que cela ne se fera pas sans mal. Il y aura de graves incidents. Mais je crois que toute révolution impose un combat. Et ce n'est pas ici, en Europe, que nous ferons changer les choses. Le changement, il viendra du Congo et des Congolais. Car ne nous trompons pas, ce qui est mis en route aujourd'hui, et depuis quelques mois, eh bien, c'est une véritable révolution, mais une longue révolution. Et donc, il ne faut surtout pas se décourager. Et notre devoir, nous, ici, en Europe, eh bien, c'est de sensibiliser, d'informer, d'encourager et de conseiller. Et, en ce qui me concerne, j'estime que nous devons aussi penser à construire l'avenir durablement. Ne nous limitons pas au combat Kabila-Tshisekedi, il faut voir plus loin. Il faut construire les bases d'une véritable démocratie durable au Congo. Et c'est pour cette raison que j'ai déposé, comme on en a déjà parlé, une résolution au Parlement pour reconnaître le génocide qui a été perpétré au Congo sous Léopold II et les crimes commis durant la colonisation. Je pense par exemple aux sévices subis par Simon Kimbangu et d'autres, tous ceux qui se sont levés contre le colon belge. Et je pense à un devoir de mémoire qui est basé sur le passé, mais qui a comme objectif, et il ne faut pas l'oublier, de jeter les bases d'une collaboration saine, éthique entre nos deux pays, et de repartir sur des bases nouvelles. Et je ferai tout pour que ce débat se fasse au Parlement belge. Même une pétition va être mise en ligne. Il faudra peut-être que vous y participiez, fassiez connaître cette pétition auprès de votre famille, de vos connaissances, de nos amis. Elle sera mise en ligne sur pétition.be très certainement. Et avec les 15, 20, 25 000 signatures, nous aurons un poids pour aller devant ce Parlement, pour imposer, je dis bien imposer, au monde politique belge, dans un premier temps, d'ouvrir ce débat. Il faudra alors que les gens, ces hommes politiques, de père en fils, qui défendent leurs intérêts, justifient pourquoi le Parlement belge refuserait d'aller dans le sens de ce que demandent 15
20, 30 000 de ses ressortissants. Ensuite, pour ça je parle d'avenir, dès que le pouvoir de Kabila sera renversé, eh bien je compte déposer un texte similaire pour demander de reconnaître le génocide perpétré ces dernières années par ce gouvernement, sous le couvert de la communauté internationale. Et je demanderai alors que la Belgique mette sur pied une commission d'enquête parlementaire afin que les responsables politiques qui ont clairement soutenu Kabila et ses méthodes inacceptables soient reconnus et sanctionnés. Défendre leur politique devant le Parlement, devant la Belgique entière, devant le monde entier. Donc, continuons tout ce combat, encourageons le peuple congolais et surtout libérons le Congo. Ingeta, je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent. Et moi, je vous avais prévenu. Et il s'agit avant que celui-là, il a un discours franc. Et vous l'avez suivi. Et c'est très important ce qu'il a dit. Avant, les Congo étaient une colonie de la Belgique. Et maintenant, les Congo est une colonie de la communauté internationale. Il a été une colonie. Non. Actuellement, le Congo est une colonie de la communauté internationale. C'est pire qu'avant. Pire qu'avant. Maintenant, il s'est manifesté. Maintenant, il s'est manifesté, mais il a été. Je les comprends. Et dit d'après les textes, il a été, le Congo a été. Parce qu'avant 1960, officiellement, le Congo était une colonie. Et la Belgique était la métropole. Mais après 1960, on a dit officiellement que le Congo était devenu un État indépendant. Mais ce n'est que théorie. La réalité, nous la connaissons. Et c'est cette réalité qui fait dire à Laurent et à nous tous que le Congo est devenu une colonie de la communauté internationale. Mais notre devoir est de faire cesser cette situation parce qu'elle est inacceptable. Mais c'est notre défi, c'est un défi énorme à relever. Et il a dit que ça ne se fera pas ici en Europe. Ça se fera au Congo, pas le Congo. C'est notre défi, chers compatriotes. Mais moi, je suis persuadé que nous allons le relever. Mais ça demande beaucoup d'efforts et la constance dans les combats. Encore merci et Ingeta. Je voudrais appeler notre dernier intervenant qui est en concertation alors qu'il va venir bientôt ici. Il s'agit de M. Paul Michael. Qu'est-ce que je peux dire, mesdames et messieurs, que beaucoup d'entre vous connaissent, parce que Paul Michael, c'est un monsieur très actif, c'est un politicien, c'est un analyste, c'est un lobbyiste, il est très présent, très actif. Et nous avons voulu le mettre à contribution aujourd'hui pour qu'il vienne nous donner sa lecture de la situation, mais ça a été dit par les premiers intervenants. Il va surtout nous dire quel pourra être notre rôle, les rôles du Congolais de la diaspora, dans les solutions à trouver pour le Congo. Je l'invite donc à pouvoir prendre la parole. Je demande de l'applaudir.
chers compatriotes, aujourd'hui on va commencer une église. Je vous dis, je ne peux pas me mettre ici parce que j'ai dit il faut qu'on parle ensemble, il ne faut pas que je vous parle. Je n'ai pas la vérité, nous avons 200 000 vérités ici. Mais il faut d'abord que je commence par ne pas être d'accord avec Louis Laurent. Parce qu'il a dit qu'ici nous ne pouvons rien. Et moi je crois que nous pouvons faire quelque chose. Il faudrait que je vous explique ce qui me donne le courage et le pouvoir de parler ici. J'ai lu le texte de Lumumba lorsqu'il a parlé au Parlement, lorsqu'il a parlé au roi belge. Et dans ce texte, Lumumba m'invite, moi, comme fils du Congo, de continuer la lutte qu'il a commencée. Je ne peux pas dire non. Il a fait sûrement une erreur, il a dit parlez à vos fils. Moi j'ajoute parler aussi à vos filles. Regardez dans la salle, il y a des filles. Vous aussi, vous avez le droit de continuer. Deuxième chose, j'ai parlé en 1999, comme on dit chez nous, à M. Toumani Touré, qui avait fait un coup d'État et qui avait organisé des élections au Mali, et il s'est retiré. Je suis membre du Parti du Travail ici, et le Parti du Travail m'a demandé, très arrogamment, est-ce que vous avez un exemple de quelqu'un d'Afrique qu'on peut inviter? J'ai laissé inviter M. Toumani Touré. Lorsque M. Toumani Touré est venu, je l'ai approché, je lui ai dit, grand frère, c'est moi qui vous ai fait inviter, je vous demande conseil, qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit quelque chose que je n'oublie jamais. Il m'a dit, petit frère, on ne rase pas la tête d'un absent. Si vous, avec votre tête, vous n'êtes pas chez le coiffeur, on ne va pas vous couper la tête. Il faut être là. Vous êtes ici. C'est pour ça que je dis, vous n'étiez pas d'accord. Comme vous êtes ici, soyez présents partout où le nom du Congo va être prononcé. Soyez présents. Je me demandais si j'allais dire quelque chose de plus intéressant que notre ami belge. Merci beaucoup d'avoir dit. Donc, on ne rase pas la tête de l'absent. Maintenant, je vais vous dire un secret. Si aujourd'hui, la Hollande est en train de parler sur le Congo, nous là, avec nos passeports congolais, on ne sera pas invités. Moi, je vous dis, lorsqu'on parle du Congo, je suis présent. Je vous demande pardon, excusez mon émotion comme disait l'autre. J'ai un passeport hollandais et je n'en ai pas honte. Parce que lorsqu'on fait une réunion de Hollandais sur le Congo, j'entre là-bas en tant que Hollandais. Maintenant, il se passe quelque chose. Hein? Il se passe quelque chose. Je n'ai pas la gueule d'un Hollandais. J'ai la gueule d'un Congolais. Maintenant, quand les gens sont dans la salle, hein, vous le savez, quand on est en groupe entre nous, on est en train de Kotonga, on est en train de parler de nos histoires de famille. Si quelqu'un entre, dont on sait qu'il est ennemi, les paroles vont changer. Mais au moins, j'ai gagné quelque chose et ils ne vont plus dire ce qu'ils disaient, on va aller prendre ça là-bas, on ne va pas aller prendre ça là-bas, parce que je suis présent, on ne rase pas la tête d'un absent. Moi, je veux dire, nous pouvons changer les choses ici. Je vais poser une question. Avec un petit doigt en l'air, qui n'a pas encore envoyé de l'argent dans sa famille au Congo? Western Union. Oh, tout le monde a envoyé de l'argent. Et vous savez ce qui se passe actuellement au Congo? Lorsque vous envoyez votre argent, vous devenez l'aîné de la famille. Moi, je suis le cadet d'une famille de 13 enfants. Mes grands frères m'appellent pour dire que non, on a un problème, est-ce que vous allez arranger? Pourquoi? Parce que je les soutiens, ils mangent dans ma main. Vous croyez que je ne vais pas utiliser ce pouvoir? Je ne leur dis. Si vous voulez continuer à bouffer mon argent, ne votez pas pour Kabila. Donc j'utilise mon pouvoir. Nous avons le pouvoir. Un, soyons présents là où on parle du Congo. Et deux, si on est là, on parle dans la langue d'ici. D'ici, je ne parle pas français si je suis aux affaires étrangères. Je vais donner un petit exemple. Non, avant l'exemple, un petit appel à nous tous. La faute que Lumumba a faite, nous ne la ferons pas.
Le Mumba a dit aux gens la vérité, mais il a oublié une chose. Il a oublié de reconnaître ses amis. Nous avons des amis en Hollande, nous avons des amis en Belgique, la preuve. Il faut reconnaître nos ennemis, il faut aussi reconnaître nos amis. C'est avec ces amis-là que nous pouvons faire quelque chose. Nous, on a des amis en Hollande. Je vais vous dire ce qui se passe. Si les ONG, les tueurs de vente, ceux qui disent qu'ils vous aident, on écrit un projet, ils donnent de l'argent, ces tueurs d'hommes et de femmes, ces casseurs de la communauté congolaise, quand ils font une réunion ici, ils s'appellent entre eux. Mais nous avons des amis hollandais qui ont cette invitation et qui disent « Oh, ça sera très bien si un Hollandais d'origine congolaise peut être là-bas. » Dernièrement, l'ambassadeur de la Hollande au Congo, à Kinshasa, M. Robert Hender, est revenu ici en Hollande pour faire rapport de ce qui s'est passé au Congo. Toutes les ONG étaient invitées. Personne ne s'attendait à ce que dans la salle, il y ait un Congolais. Je suis arrivé et j'ai été témoin de ce qu'il disait. Il était très difficile, c'est pour ça que je dis, vous avez fait une manifestation et Louis Michel a annulé. Moi je dis, laissez les gens parler, mais soyons là-bas. Écoutez ce qu'ils sont. L'ambassadeur est venu, il a dit ce qu'il pensait qui allait se passer au Congo, mais il avait des difficultés à dire que Kabila avait gagné parce qu'il y avait un Congolais. Les ONG ont posé des questions pour savoir comment on peut attraper l'argent pour notre programme au Congo. Moi j'ai posé la question, est-ce que vous vous rendez compte que les Congolais commencent à vous détester? Et dit oui, on a remarqué, mais c'est en train de se tasser. Alors moi je dis, mais Congolais, pourquoi nous n'arrivons pas à détester les gens? Écoutez, moi je suis ambassadeur de l'acceptation, fédéral jamais. Je ne vais pas vous demander de détester les gens. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Si quelqu'un vient dans votre maison, vous êtes là dans votre maison avec votre femme et vos enfants, il vous dit, voulez-vous prendre mon porte-monnaie, allez m'acheter ma bière et revenez demain. Et vous allez le laisser lui avec votre femme et vos enfants seuls. Moi, je ne le ferai pas. Si vous voulez le faire, faites-le. Moi, je vais taper ce monsieur-là. Je vous demande une chose. Nous sommes forts, mais nous sommes absents. Mon ami Alphonse Mwambi vous a dit qu'il est allé au Congo. Il est très modeste. Lorsqu'il y a des élections en Palestine, les Hollandais cherchent les Palestiniens ici pour leur donner un ticket. Oh, venez avec nous, on va aller en Palestine. Lorsqu'il y a des élections au Congo, nous sommes 20 000 ici en Hollande. Il n'y a aucune organisation qui peut trouver des Congolais pour aller là-bas. Et nous, ça nous a réussi d'être là où il y avait les tickets et de dire, ce pays, vous ne pouvez pas l'aimer plus que nous. Donc, encore une fois, je ne vais pas vous prendre votre temps, mais je vous invite de rentrer à la maison. Les papas et les mamans, comme disait Kofi, laissez vos filles danser le dombolo. Non. Laissez vos enfants devenir hollandais. Nous ne perdrons jamais nos enfants. Ils sont ici par Lingala, ils sont ici par Chimba, ils sont ici par Swahili. Les enfants, je veux vous parler solennellement. Étudiez bien, soyez le médecin, soyez ministre dans ce pays. À ce moment-là, nous allons être à table de ceux qui veulent nous prendre le Congo. Nous avons échoué. Mais je vous invite, vous, à réussir. Et si vous avez besoin de nous, parce que nous sommes un peu compliqués, quand vous rentrez avec un Surinamien à la maison, nous disons non, ça c'est pas bien. Nous sommes là, nous sommes vos oncles, on va vous défendre. Mais étudiez bien, devenez ministre dans ce pays. Je vais me porter candidat pour être au Parlement dans ce pays. Même si je parle de langue, mes frères, même si je parle de langue, je mange la chikwam, je bouffe le foufou, et dans mon poteau, il y a beaucoup d'huile.
que je parle avec nos oncles ou nos tantes. Et encore une fois, tant que nous ne sommes pas présents, on va nous raser, nous ne sommes pas là. Et moi, ça ne va pas réussir. On ne va pas me raser tant que moi-même je suis là, je n'ai pas donné l'impression. Nous avons le pouvoir de changer. Nous pouvons commencer aujourd'hui. Nous pouvons commencer à écrire l'histoire et à écrire tout ce qui se dit sur le Congo pour que demain, lorsque nous allons reprendre le pouvoir dans le pays, nous allons juger les Mark Rutte, nous allons juger le Premier ministre de la Hollande parce que nous avons des preuves. C'est pour ça que je demande aux enfants. Nous, on ne connaît pas de monnaie. Nous, on se débrouille. Vous, vous êtes nés dans cette affaire. Faites votre effort, faites le VVO, étudiez bien, et le jour où vous allez devenir ministre ici, nous, on va revenir vous parler. Je vous remercie. Il faut mécaniser toutes les phrases. Merci Paul. Et je crois que le message est passé. Le message a été suivi. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas de contradiction entre les points de vue émis par Laurent, lui, lorsqu'il dit c'est pas ici, mais c'est au Congo, pas les Congolais. Il n'y a pas de contradiction avec le point de vue de Paul quand il dit même ici, nous pouvons faire quelque chose. C'est complémentaire. Amen. Et il dit, et s'adressant aux enfants, il dit allez de l'avant, faites des études, de bonnes études, intégrez-vous dans la société hollandaise, belge, française, mais vous resterez congolais. Mais soyez aussi présents, là on parle du Congo, vous apporterez votre contribution. Ces messages nous est adressés et je crois que chacun d'entre nous toutes choses ont été créées par toi, en toi et pour toi.